J'ai allaité mon fils 2 ans et demi et je l'ai allaité complètement 5 mois. C'était un petit garçon un petit peu dodu, il avait faim. Au bout de 5 mois et un jour, il voulait commencer à manger comme papa et maman. Donc, on est passé à l'allaitement partiel. Et puis, je me suis dit, quand est-ce que je vais avoir mon retour de couche, puisque ma maman, elle ne se souvenait pas du tout. Et je me suis dit, parce que on ressemble, mère et fille, on se ressemble. Et puis, j'ai eu le retour de couche à 14 mois et demi. Ben, je l'ai allaité quand même assez intensivement, même si c'était partiel, jour et nuit. Lorsqu'il m'appelait la nuit, je me déplaçais chez lui. Et puis, 3 ans plus tard, apparaît notre petite Séverine. Et puis, Séverine était aussi un bébé glouton qui n'arrêtait pas de téter. Mais la plupart du temps, elle mâchouillait. Elle avait besoin de se calmer. Elle avait besoin de se tranquilliser. C'est ce que j'appelle une nourriture affective. Hein. Voilà. Je devais la porter tout le temps, le soir 1 heure pour qu'elle s'endorme, toute différente de mon garçon aîné qui est un peu comme un Bouddha, philosophe. Tout était facile, tout était bien. Puis voilà. La deuxième arrive avec un tempérament très fort. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que j'aurais... Alors, je l'ai allaité complètement 7 mois et demi. C'était une petite puce de 2,8 kg. Et à 7 mois et demi, on est passé à l'allaitement partiel. Parce que j'essayais toujours de lui faire un petit peu tester les carottes, les pommes de terre, etc. Et puis, j'ai eu le retour de couche à 16 mois et demi. Je l'ai allaité jusqu'à 4 ans. Donc, je me suis dit, avec mon deuxième bébé, Séverine, quand est-ce que mon retour de couche va venir? Est-ce que c'est bien avant, bien après? J'étais très curieuse. Et j'ai fait toute la littérature mondiale. Je n'avais que ça à faire à la maison, en préparant, en préparant mon accouchement, etc. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Myriam Labocque. Dans les différents centres en Europe, tout le monde parlait à ce moment-là de la MAMA. Donc, c'était une constellation parfaite, où il y avait des études à Milan, il y avait des études en Angleterre, partout. Et nous avons fait une étude européenne, vous allez voir. Donc, c'est un thème qui paraît très simple, mais qui est à la fois très compliqué et très simple, et qu'on a simplifié au maximum. MAMA veut dire méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Aménorrhée veut dire pas de perte de sang. Prochaine, voilà. Donc ici, comment déterminer la date de l'accouchement? C'est la même courbe qu'avant. On peut prendre ou bien le jour sommet, voilà, moins 7 jours plus 9 mois. On peut prendre la première température haute, voilà, plus 38 semaines, ou on peut prendre la relation sexuelle la plus proche du jour fertile. Donc c'est ce cycle, c'est cette relation ou cette relation qui a été fécondante. La première ou la deuxième. Celle-ci, elle arrive le 3e matin. Et celle-ci, elle arrive, ça c'était le jour sommet ici, 1, 2, 3, 4 jours avant le jour sommet. Qui est pour celle-ci? Qui est pour ici? Plus de chance là, hein, parce que les spermatos peuvent survivre ici dans la glaire. Et là, vous avez 1%, vous avez quasiment plus de glaire ici et 1% de chance d'avoir une ovulation le 3e matin après le jour sommet. Prochaine. Voilà. Question. Après un accouchement, quand est-ce que la femme doit se considérer comme possiblement fertile? Dorénavant, nous allons parler que de l'allaitement complet. On ne parle pas de l'allaitement partiel. Voilà. Donc que l'allaitement complet. Donnez-moi la réponse, le précédent. Quand le bébé fait des pauses nocturnes plus longues que 6 heures, et puis quand on allaite moins que 6 fois en 24 heures. Est-ce que c'est vraiment un signe de fertilité chez la maman? Alors si elle a un retour de glaire. C'est un retour de glaire observable. Au niveau vaginal, il y a un changement au niveau sécrétion. Puis glaire, bon, j'imagine, mais je ne sais pas, je n'ai jamais étudié. Ça pourrait indiquer, mais les 8 premières semaines, vous oubliez. C'est ce qu'on appelle le glycolax. C'est-à-dire que ce sont des cellules de la paroi vaginale chargées en glycogène qui ne sont pas de la glaire cervicale. Donc, même si on a une espèce d'écoulement un peu glaireux, les 8 premières semaines,
vous oubliez pendant l'allaitement complet. Ce n'est pas de la glaire qui vient des œstrogènes. Mais la muqueuse, elle est toute rouge, c'est des pertes vraiment différentes. Oui. Donc, on ne va considérer que les pertes de glaire après la 8e semaine. Oui, ça peut être un signe. Et encore un autre signe d'avertissement, un autre signe. Objectif, perte de sang, retour de couche. D'accord? Alors, avec le retour de couche, oui, mais on va voir. Avec le retour de couche, elle dit, bon, cette fois-ci, vraiment, j'entre en période fertile. On va voir. Quels sont les facteurs qui vont favoriser un allaitement optimal, mais qui, en même temps, vont retarder le retour de la fertilité? Une stimulation suffisante. La fréquence et l'intensité de l'allaitement. Donc, on parle de la fréquence, c'est-à-dire que on va dire 6 tétés ou plus sur 24 heures. Et puis l'intensité, hein, comme ma fille qui se consolait au sein, on sait que c'est une action, ça stimule un tout petit peu la prolactine, mais c'est surtout lorsqu'on a faim et que là, on tire sur le mamelon et qu'on va stimuler la prolactine. Hein. D'accord. Donc l'intensité de l'allaitement aussi, la manière d'allaiter. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Si le bébé tète, comme mon garçon, chaque fois les deux seins. D'abord ici, puis tout de suite après là, parce qu'il était glouton. Ou bien ma fille qui faisait un jour, voilà, le sein ici, fatiguée, elle s'endormait, elle reprenait l'autre sein. Est-ce qu'il y a une différence entre une tétée avec un sein ou les deux seins à la fois? La prolactine, elle va commencer très rapidement après le début de la tétée. Elle va monter avec le premier sein, beaucoup, d'environ 3/4, j'ai des images. Et puis ensuite, le deuxième sein va encore faire monter un tout petit peu la prolactine. Donc oui, s'il y a deux seins, ça fait augmenter encore plus la prolactine que si vous n'avez qu'un seul sein chaque tétée. Un tout petit peu plus intense. Je pourrais vous montrer l'image. Voilà. Ici, bébé commence à téter, c'est 0 minute. Vous voyez ici, la prolactine, ça c'est entre 0 et 6 semaines après le postpartum. Vous voyez comme ça monte vite. Elle passe de pratiquement 25 à 250, voilà, unités, disons 225 unités ici de prolactine. Donc là, elle a tété pendant 30 minutes. Vient le deuxième sein. Elle continue encore d'allaiter, et puis il faut environ 2 heures pour que le taux baisse. 1h30 à 2 heures. Vous voyez, ici. Lorsque c'est après, ça c'est le taux de prolactine, après 63, après environ 6, 7, 9 semaines. Vous voyez que plus c'est tard, moins le taux de prolactine augmente. Voyez? Il va augmenter, mais il va quand même diminuer. Plus c'est loin après l'accouchement, moins la prolactine va monter. Et là, vous voyez ici le taux de prolactine. Ça, c'est entre 3 et 4 mois. Voilà, ça, c'est entre minuit et... ça, c'est à 4 heures du matin. La prolactine ne monte pas beaucoup. Entre 8h et midi, elle va monter beaucoup plus. Et puis ici, pendant la nuit, vers 24 heures, elle monte encore plus. Cette courbe est encore plus raide. Donc la tétée nocturne produit plus de prolactine que la tétée diurne. Plus c'est tardif ici, entre 9 et 11 mois, vous voyez que les courbes s'aplatissent, donc la prolactine monte moins haut. Donc plus c'est tardif. Jusqu'à environ l'âge de 16 mois, lorsqu'il y a un phénomène d'échappement, 16-18 mois, ou si vous voulez, lorsque vous continuez d'allaiter jusqu'à 4 ans comme moi,
c'est plus tellement la prolactine qui monte, mais c'est une réaction automatique, mécanique, qui fait que dès le bébé tire, il y a du lait qui est produit. On n'a pas encore toute l'explication. Donc ça veut dire que les femmes qui, par exemple, font donner des biberons la nuit pour pouvoir se reposer, elles enclenchent en fait un système qu'elles produisent de moins en moins de prolactine. Alors la nuit, voilà, c'est ça, parce que le bébé ne va pas tirer sur le sein. Donc effectivement, c'est le premier moyen pour sevrer le bébé. C'est donner une bouteille la nuit. Bon, au passage des nuits, il y a quelque chose de physiologique qui se passe, puis une réadaptation aussi du sein et puis de la production de lait. Ça stabilise, ça ne veut pas dire que ça va sevrer. Alors, vous allez, si vous voulez sevrer un enfant, vous évitez les tétées nocturnes. Et puis, vous allez donner, par exemple, le biberon après un repas et pas avant un repas. Il aura moins faim, donc il va moins tirer, moins fort. La tétée nocturne augmente plus la prolactine que la tétée diurne, pour la même longueur. Il y a un espace de temps entre minuit et 3 heures ou quelque chose comme ça. La tétée nocturne, c'est strictement entre minuit et 6 heures du matin. Et puis certains disent même 10 heures, 22 heures et 6 heures du matin. Mais c'est surtout entre minuit et 6 heures du matin. Où la prolactine est plus active, plus élevée. Mais quand un enfant a, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de situations où les enfants ils font spontanément leur nuit vers 2 mois. On voit que par rapport à ça, dans la journée, ils redeviennent un peu plus actifs pour contrebalancer. Bien sûr. Et puis ensuite, ils reprennent un rythme adapté. Pour autant, l'allaitement et la quantité de lait se perdurent. Exactement. Et elles allaient... Bien. Et elles peuvent allaiter longtemps. Tout à fait. Je pense que c'est une question entre le bébé et les seins. Lui, il sait si on laisse faire. Alors, oui, tout à fait. Il faut laisser le bébé diriger les opérations. Hein. Maintenant, qui a eu 2 ou 3 enfants ici? Qui a allaité 2 ou 3 enfants? D'accord. Qui veut raconter quand vous avez eu le retour de couche? Tard, à 16 mois, je crois, parce que je les ai allaités les 2 premiers 6 mois à 100%, et à l'année, ils n'avaient plus envie, moi non plus. Et puis la dernière, j'ai allaité 8 mois à 100%, et à l'année, elle ne voulait plus non plus. D'accord. Donc le retour de couche est venu à 16 mois. À 16 mois. Quelqu'un d'autre a une expérience précoce, de retour de couche précoce? Non, moi, après mon accouchement, j'ai accouché césarienne. Donc moi, j'ai allaité à 100% pendant 6 mois. Et j'ai eu, autour du 4e mois, mon retour de règles. Retour de couche. On ne sait pas si c'est des règles ou un saignement. Si on n'a pas la température, on ne sait pas. Et puis même si après c'est de nouveau régularisé, style règle standard, et puis On ne sait pas. tous les mois, tic, tic, tic. Retour sympa. Le premier, deuxième, troisième cycle peuvent être aussi anovulatoires. Voilà. Mais il y a une activité du follicule. Et il y a une production d'œstrogène. D'accord. Comment ça a été avec le deuxième bébé? D'accord. Vous auriez pu avoir des triplés et ce serait la même chose. Vous auriez eu le retour de couche avant 6 mois. En général, puisque vous me dites que c'était écologique, c'était intensif, jour et nuit, etc. Hein, toutes les conditions top, on va voir. Donc, c'est qu'il y a une histoire génétique. Nous pourrions, au moment de la naissance, faire un dosage de prolactine bioactive. Et cette prolactine bioactive qu'on peut doser à balle, si elle est élevée, on sait que la femme va avoir un retour de couche tardive, non, pardon, précoce, très précoce. Tandis que cette prolactine bioactive est basse, comme chez la plupart des femmes, les 3/4 des femmes, elle aura le retour de couche après 6 mois. On n'a pas voulu faire cette étude parce que ça n'intéresse personne, je voulais la commencer. Ce serait intéressant. Moi, j'avais la notion qu'en fait, à partir de déjà 6 semaines, comme ça, le taux de prolactine descend parce que justement, les seins sont déjà assez habitués. D'ailleurs, on le sent parce qu'il y a moins cet engorgement mammaire qu'on sent et qui nous fait dire que c'est le moment d'allaiter. Et certaines femmes, à ce moment-là, d'ailleurs, elles se disent « j'ai plus de lait ».
Est-ce que tu... Alors, tu as vu que quand même, ça dépend de l'heure, hein, mais tu as vu que la prolactine monte beaucoup jusqu'à environ 3-6 mois. Tu as vu sur le schéma? Oui, justement, ça correspond N'est-ce pas pas? à ce que je pensais. Tout à fait. Environ vers 6-18 mois après l'accouchement, c'est là que la prolactine atteint des taux très bas, normaux, je dirais. Moi, j'ai peut-être une notion erronée. J'avais retenu dans mon esprit que la prolactine était fabriquée surtout pendant le sommeil de la femme. Mais du coup, c'est une donnée qui est juste ou pas? Alors, c'est un tout petit peu. Alors, pour autant qu'elle allaite. C'est la tétée du bébé qui va faire monter la prolactine. Et pour la même durée, disons une tétée de 15 minutes les deux côtés, hein, 10 minutes, 5 minutes, un téteur rapide, 15 minutes, pour cette même tétée, tu vas avoir une augmentation plus importante de prolactine la nuit que le jour. Ah, mais du coup, si elle n'allait pas, cette production de prolactine, elle n'est pas innée, je dirais, chez n'importe qui la nuit. Parce que du coup, moi, c'est ce que j'avais enregistré. Elle peut être un tout petit peu plus haute. Oui, elle est de toute façon, la dose basale est de toute façon plus haute. Absolument, on l'a vu sur le graphique. Oui. Voilà, donc vous connaissez ce schéma. Hein, simplement, maman allaite, la prolactine va bloquer l'hypothalamus, donc la GnRH, donc l'hypophyse. Pas de LH-FSH pour déclencher une ovulation, les ovaires sont tranquilles, le taux d'œstrogène diminue. Voilà, quelle est la définition de l'allaitement maternel avec un effet sur la fécondité, hein, et la production de lait? Vous voyez, il y a l'allaitement complet et partiel. Complet veut dire exclusif, zéro liquide, zéro solide, même pas une cuillère à café. Presque exclusif, c'est des vitamines, de l'eau, du jus, 1 à 2 cuillères à café par jour. Café ou à thé par jour, parce qu'on donne la vitamine D, on donne, etc. Donc, vous avez partiel élevé, moyen, bas. Élevé, les tétés font la majorité des repas, plus de 80%. Moyen, c'est les tétés, ça constitue moitié des repas. Bas, c'est la minorité des repas, moins de 20%. Vous voyez qu'ici, même si une maman n'allaite pas complètement, elle a un grand effet sur la fécondité. En Europe, on est tellement maniaque qu'on veut avoir 0 grossesse, on veut avoir une efficacité top. Donc, on va considérer que ceci. D'accord. Dans les pays du tiers-monde, ceci, ça bloque énormément la fertilité. Mais en Europe, on garde que ceci, un allaitement presque exclusif. Donc, l'allaitement optimal, il est vraiment... tous les facteurs qui favorisent le meilleur allaitement sont les mêmes que ceux qui retardent le retour de la fertilité. Et il faut mettre le nouveau-né dès que possible après la naissance, très très important, dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, pour que tout de suite le bébé ait un réflexe et que le sein soit stimulé. Il faut allaiter fréquemment chaque fois que l'enfant le demande. Ce n'est pas la sage-femme qui détermine, et ce n'est pas la maman qui détermine. Ça fait toute la différence. Là, vous ne pouvez pas parler à ce moment-là d'infertilité naturelle. Le bébé, si vous lui dites c'est toutes les 4 heures, comme un chronomètre, monsieur n'a peut-être pas faim à ce moment-là. Puis il va tétouiller, puis il ne va pas tirer très fort, donc la prolactine ne va pas monter beaucoup. D'accord? Ni le lait va augmenter, et en plus, ça ne va pas bloquer la fertilité. Voilà. Jour et nuit. Allaiter exclusivement durant les 6 premiers mois, c'est ce que l'OMS propose. Évidemment, comme un petit garçon glouton à 5 mois, il a faim, on l'observe, ah ben, je lui donne autre chose. Mais c'est ce qu'on propose. Après 6 mois, la tétée doit précéder la purée de pommes de terre, de carottes, si on a envie de continuer d'allaiter, ou si on a envie de bloquer la fertilité. On propose de continuer à allaiter pendant 2 ans et même plus, ça devient de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, lorsque vous avez de l'eau qui est polluée, qui n'est pas toujours bouillie, vous avez beaucoup d'enfants qui meurent de diarrhée, etc. Donc le lait maternel, vous avez en plus des anticorps qui viennent spontanément. Si la maman fait une gastroentérite, elle va transmettre les anticorps de cette gastroentérite à son bébé, qui ne va pas en faire une. En plus, on sait que les bébés, partout en Europe comme en Afrique, vont faire moins d'otite, moins de pneumopathie lorsqu'ils sont allaités. Moins d'obésité, là j'ai vu qu'il y avait une Norvégienne. Les Norvégiennes sont des grandes allaitantes.
Sur le diabète aussi. La diabète, c'est... Tout à fait, on voit à quel point ça développe. Donc, évidemment, si vous allaitez partiellement jusqu'à 2 ans, c'est un cadeau. 1 année, c'est déjà formidable. Vous avez déjà beaucoup fait aussi pour la flore intestinale du bébé. Voilà. Évitez dans la mesure du possible les biberons, les sucettes, parce qu'on sait que les bébés qui ont une sucette, la maman aura le retour de couche 6 semaines plus vite. Ça a un effet, hein, ça a été étudié au Canada. Donc, le bébé va se satisfaire sur la sucette, le gnocchi, et puis il va tirer un petit peu moins fort. Mais on fait comme on peut. Parfois, c'est la grand-maman qui garde le bébé, puis c'est bien utile d'avoir une sucette. Mais enfin, ne proposez pas la sucette systématiquement au bébé, comme je vois des mamans, vite pour le faire taire, tac, tac, tac. C'est dommage. Et vous savez, vous êtes en train de le rendre addict plus tard lorsqu'il devient adulte. Dès qu'il pleure, parfait, il faut une satisfaction physique, drogue, alcool, etc. Attention, il faut qu'il sache attendre. Maman, elle est là. Maman lui parle, elle lui donne sa présence, de sa présence le nourrit, et donc il peut supporter une petite frustration, et il va supporter une grande frustration plus tard. Vital. Je vais juste parler d'un cas réel d'une dame, une Africaine que j'ai suivie. Elle a donné la tétine, donc la sucette, systématiquement après la naissance. Elle est retombée enceinte à la fin du 2e mois avec un allaitement total, juste à cause de la sucette. Oui, à cause de la sucette. Alors, ce serait intéressant de voir le nombre d'heures, etc. Il faudrait des choses écrites, oui, en plus. Alors, demandez à la maman 3 questions. La maman est hyper simple. Est-ce que, par exemple, chez vous, à 4 mois, je vous pose la question, est-ce que vous avez eu le retour de couche? Vous me dites oui. Donc, à ce moment-là, la possibilité de grossesse augmente. On sait qu'à ce moment-là, les ovaires ont travaillé. Ils ont fait grandir la muqueuse, il y a eu des œstrogènes, et vous dites, mais est-ce que j'ai eu une ovulation avant, ou est-ce que, en somme, est-ce que je peux attendre le retour de couche? That is the question. Hein? Et donc, oui, on peut attendre tranquillement, sous allaitement complet, le premier retour de couche. Parce que s'il y a une ovulation avant, le corps jaune est de 2 jours, 3 jours, est-ce qu'on peut avoir une grossesse? Non. Donc, on peut attendre pour autant que des conditions soient remplies, celles-ci. Donnez-vous régulièrement des liquides ou des solides? Non. Attendez-vous longtemps que les tétés, soit le jour, soit la nuit? Est-ce que vous aviez attendu plus de 6 heures? Non plus pas, c'était intensif. Hein? Votre bébé a-t-il plus de 6 mois? Non. On peut dire en principe, vous avez 1 à 2% de possibilité de grossesse, et c'est plutôt 1% que 2 actuellement. Donc, c'est tout aussi efficace que n'importe quelle pilule. Hein. Donc, avec le premier bébé, nous avons ces règles très strictes. Et maintenant, je sais que vous appartenez au groupe des femmes précoces. Donc, je vais vous dire le deuxième bébé, les bébés suivants, ça va être aussi précoce avant 6 mois. Mais jusqu'à, si vous allaitez dans ces conditions optimales, vous êtes infertile jusqu'au retour de couche. On va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient ce 1%. On a fait cette étude européenne dans le monde entier, par l'OMS. Alors ici en Égypte, on avait 330 femmes, et il y a eu 2% de grossesse qui suivaient la maman, mais pas tout à fait. Voilà. L'Indonésie, 1,6% de grossesse. Le Mexique, 5%. Qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? La grand-maman, elle a le droit de donner 20 ml d'eau, un petit peu sucrée, pour faire dormir le bébé. C'est la tradition. 20 ml d'eau tous les soirs, on fait monter le taux de grossesse à 5%. Donc, complet, ça veut dire 0, une cuillère à café, hein, basta. D'accord? C'est intéressant. Le Nigeria, une population, les Yos, 0 grossesse, et une autre, Sagamo, avec les mêmes conditions, 4%. Donc, il y a un petit problème génétique, hein, mais faible comme variation. Les Philippines, 0 grossesse. On arrive en Europe. L'Europe avait beaucoup plus d'argent et nous avions une monitrice qui coachait 1 fois par mois la maman, lui téléphonait, comment est-ce que vous allaitez, remplissez le graphique. Allez-y, ne donnez pas, voilà, le jour et la nuit, qu'est-ce qui se passe? En Allemagne, efficacité 100%, 0 grossesse. En Suède, 0 grossesse. En Angleterre, 0 grossesse. Aux États-Unis, 0 grossesse. Donc, ça a donné
0,7% de grossesse avec une efficacité de 98,5%. Donc, vous voyez la différence ici, c'est que ici, la monitrice, elle est allée au début de la grossesse. Vous avez accouché, vous allez faire ça, allaiter jour et nuit, complet, essayez d'allaiter toutes les 6 heures. Elle n'est plus jamais allée la voir pendant 3 mois, 6 mois. Tandis qu'ici en Suisse, on les a suivis, en Europe, on les a suivis tous les mois. Si on suit la femme et qu'on la stimule un petit peu, 0 grossesse. Donc, vous voyez, et ici, une petite exception de la grand-maman, 5%. Est-ce que le pouvoir de fécondité est le même, en fait, dans ces pays qu'on a un pouvoir de fécondité, je pense, qui est nettement inférieur? Alors, si tu veux, ça, c'était des femmes qui n'étaient pas hypofertiles, qui avaient eu facilement ce bébé. Donc, on a exclu les femmes hypofertiles. Et finalement, on se rend compte qu'au niveau de l'allaitement, que ce soit une Africaine, une Indienne, un Esquimau ou une Européenne, nous avons les mêmes capacités d'allaitement. Je vais vous montrer encore. Ça, c'est dans le British Medical Journal, un des meilleures revues au monde. Update, vous avez reçu l'article complet. Lactational amenorrhea method for the first 6 months. Hein. Et donc là, vous avez la littérature Fertility and Sterility, les meilleures revues au monde, qui ont parlé de la mama. Je les ai en entier si quelqu'un est intéressé. Bref, ça montre ici simplement que le taux de grossesse à 6 mois était moins que 2%. Voilà, en pratique. C'est phénoménal. Je veux dire, c'est le même taux que la Serra-7. Sans toucher et sans, charger le foie du bébé. Prochaine. Et donc là, on s'était posé la question, comment ça va se passer? Regardez ici, combien de femmes finalement sont en aménorrhée et peuvent appliquer la mama. Donc à 6 mois, on regarde ici, et vous avez ici, ça ce sont des femmes qui viennent de l'Égypte, moins bien suivies. Et celle-ci ici, elle venait du Nigeria, des Sagamou, 80% étaient encore aménorrhéiques à 6 mois, qui pouvaient encore employer la méthode et qui étaient encore infertiles. Alors on s'est dit en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, le groupe allemand-Italie à 6 mois, il y en avait ici 60% qui étaient encore aménorrhéiques, ça fait pas mal de femmes. Les Suédoises, vous en aviez ici environ 80%, et les Anglaises et les Américaines aussi. Donc, 80% des femmes qui restent aménorrhéiques pendant 6 mois, c'est chouette, hein? Donc, elles peuvent attendre. Alors, au Rwanda, c'était juste avant la guerre, on avait fait toute une étude aussi, 400 femmes, et puis ces femmes, on les a suivies de très très près. Heureusement, on a pu les suivre encore pendant environ 1 année. Les femmes au Rwanda dorment avec le bébé. C'est un allaitement écologique. Jour et nuit, chaque fois que le bébé, pendant la journée, la nuit, la journée, ils sont dans les champs, elle le porte, tchoup, puis la faim, elle le transbalade ici, pile tête. Donc intensif. À 9 mois, elles étaient toutes encore aménorrhéiques. 0 grossesse. Donc, on peut dépasser les 6 mois. Mais comme en Europe, souvent, on commence à travailler à 6 mois, on a choisi arbitrairement ces 6 mois. Donc, on est un tout petit peu trop pinkelig, comme on dit en allemand, un tout petit peu trop précautionneux, mais on a gardé ces 6 mois. Donc, vous voyez qu'on peut être infertile aussi au-delà. Prochaine. Finalement, en résumé, quand est-ce que vous avez le retour de couche? Si vous n'allaitez pas du tout, à 3 mois, 90% des femmes ont le retour de couche. Allaitement partiel, à 3 mois, 50%. Si vous allaitez complètement, à 6 mois, que le tiers des femmes. On va dire à ces femmes ici, avec un allaitement partiel ou sans allaitement, vous allez avoir la première ovulation en général vers 3-5 mois, 5 semaines, mais la première conception qu'on connaît, c'était à 9 semaines, dans les études qu'on a faites, hein, 8-9 semaines. Voilà. Et puis l'infertilité, on va la considérer comme 6 semaines, mais on va dire à 3 semaines, vous devez choisir une méthode de contraception. Voilà.
prévoir une méthode de planification familiale naturelle où on recommence à observer la glaire, la température, ou alors on prend la mini-pilule, etc., à 3 semaines. Si vous allaitez complètement, on applique la MAMA. Si le premier saignement arrive avant les 6 mois, s'il arrive avant les 6 mois, il est très rarement précédé d'une ovulation normale. Et c'est lorsqu'on a fait une exception, comme c'est 20 millilitres. Après 6 mois, c'est plus souvent évidemment précédé d'une ovulation. Plus le retour de couche arrive tardivement à 16 mois, il peut y avoir une ovulation. Chez moi, les 2 fois, il y avait une ovulation avant. J'avais repris mes courbes de température. Voilà. Donc, vous voyez ici le retour de couche. Est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est un saignement? Alors, ça, c'est après 6 mois avec un allaitement complet ou partiel optimal. Donc, ce sont des femmes qui allaitent partiellement, mais donnent le biberon après la tétée et qui vont allaiter la nuit. D'accord? Regardez, à 12 mois, la moitié des femmes ont eu un saignement, mais sans aucune ovulation. La température est restée basse. Ça, c'est ce qu'on appelle un saignement. Le quart des femmes ont eu un corps jaune efficace ou pas efficace, fertile ou pas fertile. Infertile, impossible d'avoir, il faut 7 jours, pour que ça dure 7-8 jours, pour qu'il y ait la nidation. Voilà. Le quart des femmes ont donc une ovulation avec un corps jaune infertile avant des règles. Et un quart des femmes auront effectivement des vraies règles avec un corps jaune suffisant pour devenir enceinte. Donc, un quart des femmes, et vous savez que chaque cycle, avec une fertilité top des 2 côtés, vous n'avez qu'une chance sur 4 d'être enceinte. Donc, ça vous fait le quart de 25, ça vous fait environ 6 à 8% des femmes qui deviendront enceintes avant le retour de couche, après 1 année. C'est ce qu'on applique en Afrique. Et j'allaite continuellement jour et nuit, même si c'est partiel. Alors, en Europe, on ne veut même pas accepter ces 6 à 8%. Donc, on va dire, vous arrêtez à 6 mois ou vous arrêtez dès qu'il y a le premier retour de couche. D'accord? Et ça, ce sont les 6 premiers mois. Ça, c'est les 3 groupes. Ça, c'était les femmes qui avaient suivi les règles. Tout à fait top. Ça, ce sont celles qui ont fait plusieurs exceptions. Et ça, c'est celles qui faisaient beaucoup d'exceptions. Elles savaient simplement une chose, j'allaite complètement. Parfois, il y avait des pauses de 12 heures. Alors, regardez. Ça, c'est à 6 mois. Vous vous rendez compte de la différence de l'efficacité lorsque vous êtes pinkelig? Comment on dit pinkelig en français? Pointu. Vous avez 98... Pointilleux. 98,5% d'efficacité. Si vous faites des tas d'erreurs, vous avez 98. Et si vous faites qu'un allaitement complet, sans suivre du tout, vous êtes à 98. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? C'est que pour le premier bébé, on a envie de savoir, est-ce que vous appartenez au groupe des mamans rapides ou plutôt tardives? C'est tout. Et on sait, voilà, madame, vous avez le retour de couche rapidement. Eh bien, pour le deuxième bébé, même si vous faites un allaitement complet, sans suivre des règles, vous allez avoir le retour de couche assez précocement, mais vous pouvez y aller. Vous serez infertile jusqu'au retour de couche. Vous savez que vous appartenez à ce moment-là au groupe de retour de couche tardif et que ça va rester comme ça. À moins que vous changiez totalement de type d'allaitement, vous n'allaitez plus la nuit, etc., etc. D'accord? Donc, on voit à quel point nous sommes très, très, très pointilleux, trop pointilleux avec la MAMA. C'est la MAMA versus l'aménorrhée de lactation. On ne suit aucune règle. Quels sont les facteurs importants? On a vu la durée de l'allaitement complet qui dure minimum 6 mois, la fréquence 6 fois ou plus par 24 heures, la pause maximale de 6 heures, jour ou nuit, les tétées nocturnes, au moins une entre minuit et 6 heures du matin, la durée des tétées, au-delà de 100 minutes, c'est vraiment un allaitement déjà intensif. Et puis, pas de lolette si possible. Ça, c'est les règles qu'on applique pour le premier bébé. Et le deuxième bébé, ou alors, on peut appliquer le deuxième bébé que l'aménorrhée de lactation. Tant que vous n'avez pas le retour de couche, vous oubliez toutes ces règles. Vous allaitez complètement jour et nuit.
longue pause, petite pause, etc. Donc c'est quasiment de la même efficacité. Des facteurs qui sont moins importants, c'est l'intervalle entre la naissance et la première tétée, moins de 2 heures. L'âge de la maman, plus elle est âgée, plus le retour de couche vient tardivement. De quelques semaines, la parité. Si j'ai eu 2 enfants ou 6 enfants, ça va venir un tout petit peu plus tardivement si j'ai eu 6 enfants. Le BMI, plus on est maigre et petite, plus le retour de couche va venir tardivement. Parce que vous savez que c'est la graisse aussi qui produit un tout petit peu d'œstrogène. Et puis si l'enfant est malade, alors ça dépend, il y a des enfants malades qui n'arrêtent pas de téter, puis il y en a d'autres qui sont grinches, qui s'énervent, qui n'arrivent pas, et l'allaitement se passe mal. Voilà, prochaine. Voilà. Et l'allaitement partiel jusqu'à 2 ans et l'aménorrhée, c'est si vous voulez continuer d'allaiter, vous faites la tétée avant le repas, avant le biberon. L'introduction progressive des liquides et des solides, pas en 1 ou 2 semaines, 3 repas. Pauvre en calories, probabilité de retour de couche dès que le nombre de repas, donc les compléments que vous donnez, les assiettes, le biberon, dépasse le nombre de tétées de 50%. Intéressant, hein? Voilà. Donc il y a un pattern personnel et cette aménorrhée courte ou longue va être semblable entre mère et fille et entre les sœurs. Alors on va vite faire un cas pratique. Vous avez ici une maman de 25 ans qui a un premier bébé qui a 4 mois. Elle allaite jour et nuit, la plus longue pause sur 24 heures est de 5 heures. Maxime, peut-être 6 à 10 fois par 24 heures, parfois un sein, mais la plupart du temps les 2 seins. Et la tétée d'un sein dure 7 à 10 minutes. Quels facteurs vont inhiber l'activité des ovaires, donc bloquer les ovaires, c'est-à-dire aussi augmenter la quantité de lait? L'allaitement jour et nuit. D'accord. Pas plus de 6 heures la nuit. Les 2 seins. Au moins 6 tétées sur 24 heures. Il tète rapidement, hein, 7 à 10 minutes, c'est vraiment assez rapide. Hein, voilà. Souvent c'est 15 par exemple, c'est une tétée rapide, d'accord. Voilà, ce sont tous ces facteurs qui vont augmenter la prolactine et donc inhiber aussi les ovaires. Et on arrive ici, on calcule ici. Donc la maman qui vient d'accoucher, elle prend rendez-vous chez moi à la 6e semaine après l'accouchement. Je la vois, je regarde comment elle tète efficacement. Et puis, on va remplir le graphique. Et là, nous étions à la 19e semaine. Donc, elle me dit, j'ai de la peine, voilà, saignement, non, je ne saigne pas du tout. Je n'ai pas non plus des petites taches brunes. Je tète 6 à 10 fois par 24 heures. Le tout me revient à 140 minutes. Et j'ai l'intervalle maximum de 5 heures. Elle est infertile? Formidable. Donc je lui dis, madame, jusqu'à votre prochain retour de couche, vous êtes infertile et on se retéléphone toutes les 4 semaines. Et je les suis par téléphone un quart d'heure. Aucune grossesse, hein, depuis 20 ans que je fais ça. Un autre cas. Une maman de 40 ans a un 4e bébé, donc drôlement plus d'expérience, hein, qui dort dans la chambre des parents. Hélène a 6 mois et 1 semaine, elle a un repas par jour, suivi de la tétée. Elle tète 6 fois par 24 heures, elle fait des nuits de 7 à 9 heures, elle tète chaque fois les 2 seins, 15 minutes par sein. Donc, quels sont les facteurs qui vont accélérer le retour de la fertilité, lesquels vont le retarder? La tétée après le repas, ça accélère. Un repas par jour. Un repas par jour, oui. Ce qui accélère le retour de fertilité, c'est aussi tétée nuit espacée. Voilà, donc 7 à 9 heures, lesquels vont accélérer, lesquels vont retarder le retour de la fertilité. 40 ans. Et si tétée? Si tétée. Dors dans la chambre. Dort dans la chambre, écologique. Elle est relaxe, elle n'est pas tendue avec l'adrénaline qui bloque un peu, etc., avec le premier bébé. Très important.
Il faudrait voir sa génétique, vu que c'est son 4e plus. 4e enfant. Et puis le temps, drôlement intensif, hein? 30 minutes fois 6, ça vous fait 180 minutes. Fertile ou pas fertile? Qu'est-ce que vous dites à la maman? On peut peut-être lui poser la question de l'humidité. Voilà. Puis elle vous dit non, je ne me sens pas du tout humide. On peut utiliser aussi l'observation du col. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais toujours entendu dire que la symptôme, ça ne marchait pas quand on faisait des allaites. Alors, il faut faire à ce moment-là la température et puis le col. Hein. Tout à fait. Et traire le col. Il ne faut pas le toucher seulement, il faut aller traire le col pour voir s'il y a de la glaire. Très important. A priori, elle ne devrait pas l'être. Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas l'être? Parce qu'il y a plus de facteurs retardants qu'accélérateurs de fertilité. Tout à fait. Donc finalement, on va lui dire, madame, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas infertile, mais on va voir que vous soyez infertile, le schéma. 27e semaine, elle est en dehors du graphique de la maman. Je lui dis avec regret, vous devez vous considérer comme fertile. Alors que, vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, avec mon premier bébé, j'en étais là. Et donc lorsque j'ai su que j'ai eu avec le premier bébé à 14 mois et demi, moi j'ai dit la première année, je suis tranquille, en tout cas. Voyez. Et donc la toute première année, moi j'ai commencé à faire mes graphiques vers 10-12 mois. Avant, j'étais trop fatiguée avec les enfants et j'étais tranquille. Mais parce que j'avais le premier bébé, je savais quand il y avait le retour. Alors, il faut de l'expérience et j'aimerais former des femmes, au moins si les 4 à 6 premiers mois, les bébés ne recevaient pas de pilule, ce serait un grand cadeau pour les enfants. Donc, je suis prête à coacher des femmes qui veulent... et puis, je les suis mois après mois, elles me téléphonent, voilà. Et on décide ensemble qu'est-ce qu'on peut dire à la maman, voyez? Et finalement, c'est assez facile. Alors, je vous ai donné 2 articles que vous pouvez donner à vos patientes tranquillement. Vous avez reçu le graphique de la maman aussi, qui a été fait par le Canada, Suzanne Parenteau-Caro. Voilà. Et donc, que vous pouvez remplir et appliquer tout de suite. Et puis, il existe ici un petit livret que je devrais rééditer, qui peut vous aider aussi à remplir et à donner aux mamans. Voilà. Donc, il y a beaucoup de matériel. Ça, c'était le bébé. On a testé combien on le pesait avant et après la tétée. Regardez. Il avait pompé, là, environ 1500 voilà, millilitres sur les 24 heures. Ça, c'était la pompe White River Electric, où une pompe hyper puissante, des deux côtés, un peu plus. Ça, c'est le Medela manuel. Hein. Et puis ça, c'était à la main. Voilà. Et ça, c'était tout doucement. Ça, c'est la quantité de lait. Maintenant, on va voir la progestérone. Pardon, la prolactine. Regardez ici, ça, c'est la pompe électrique, le top. Le Medela manuel ici, le bébé, on n'avait pas pu malheureusement mesurer. Ça, c'est les expressions douces. Voilà. Et puis à la main. Donc, effectivement, la pompe, aujourd'hui, est même devenue plus efficace que le bébé. Ça, je peux le dire depuis 5 ans, grâce à Verena Marchand. Donc, ils ont mis au point une pompe Medela électrique qui pompe les 2 seins en même temps. Voilà. Parce que les mamans sont pressées, je comprends, et qui est aussi efficace que le bébé. Voilà. Mais toutes les autres méthodes sont moins efficaces que le bébé. D'accord ? Il y a des femmes qui ne donnent pas leur lait au tirer. Il y a des femmes qui regorgent de lait, ça coule devant les yeux. Quand elles mettent le tirer, il n'y a rien qui sort. Elles ont voulu faire ça pour pouvoir reprendre leur activité professionnelle. J'ai eu déjà plusieurs fois cette situation. Et des enfants qui progressent très bien. Donc je pense qu'il y a aussi une relation très intime au bébé qui a pas la machine. Il y a aussi plus le sein est gros et plus il est dense, plus c'est difficile. Souvent, les petits seins, ça va mieux. Écoutez, c'était magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous.